Un jeune homme arrogant hérite d'une fortune colossale, mais son égoïsme le pousse à refuser de partager avec sa sœur déshéritée. Ce qu'il ignore, c'est que l'esprit rancunier de son père a dissimulé bien plus qu'une simple richesse dans leur ancienne maison, un secret capable de tout détruire, dont sa sœur est la seule à détenir la clé. Jusqu'où mènera la jalousie d'un héritier? Et quelle vérité cachée changera le destin de ces deux vies à jamais? Restez avec nous pour découvrir les sombres secrets et les choix inattendus de cette famille. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de commenter pour plus d'histoires captivantes. Le manoir de la famille Beaumont, avec ses gargouilles menaçantes et ses fenêtres sombres, dominait la ville d'un air de défi. Ses pierres anciennes semblaient absorber la lumière du soleil, projetant de longues ombres même en plein midi. Les portes en fer forgé, ornées du monogramme familial, scintillaient d'une fausse promesse de grandeur. À l'intérieur, Thomas, le dernier héritier, se pavanait comme un paon. Ses costumes taillés sur mesure valaient plus que le loyer annuel de la plupart des gens. Des étoffes soyeuses qui épousaient sa silhouette élancée. Sa cave à vin abritait des millésimes légendaires, des bouteilles poussiéreuses dont le prix aurait nourri un village pendant un mois. À 25 ans, il était l'homme le plus enviable et le plus détestable de la ville. Son visage, encadré par des mèches de cheveux noirs brillants, affichait une arrogance polie, un sourire narquois toujours prêt à se moquer des simples mortels. Il avait hérité des yeux perçants de son père, mais sans la moindre once de la sagesse ou de l'astuce qui avait fait la fortune du vieil homme. Son père, Arthur Beaumont, un magnat impitoyable de l'immobilier, était mort 6 mois plus tôt d'une crise cardiaque, laissant à Thomas, son fils unique, tout le contrôle de son empire et de sa fortune estimée à plusieurs milliards. Thomas régnait désormais sur un conseil d'administration tremblant, composé de vieux loups qui avaient jadis vénéré son père. Il buvait du champagne millésimé pour le petit déjeuner et commandait de nouvelles voitures de sport sur un coup de tête. La vie était un jeu facile, un trône sur lequel il était né pour s'asseoir. Mais il y avait une ombre à ce tableau doré, une fissure dans la perfection de son monde. Lily, la sœur cadette de Thomas. Lily vivait à l'autre bout de la ville, dans un petit appartement exigu, dont le loyer était toujours en retard. Le papier peint s'écaillait dans le couloir et l'odeur persistante de la friture de l'étage inférieur imprégnait les rares tissus de son salon. Ses mains, autrefois habituées à la soie des robes que leur mère lui achetait, étaient maintenant rougies par l'eau de vaisselle et les produits de nettoyage. Elle travaillait comme aide ménagère pour joindre les deux bouts, son diplôme d'art, jadis source de fierté, remisé au fond d'un tiroir. Le jour de la lecture du testament, il y a 6 mois, le notaire avait déclamé les dernières volontés d'Arthur Beaumont d'une voix monocorde. Lily se souvenait encore des paroles glaciales de son père, des mots qui avaient transpercé la pièce comme des éclats de glace. À ma fille Lily, pour son ingratitude et sa désobéissance constante, pour son refus de se conformer aux attentes familiales et son choix de vie décevant, je ne lui lègue rien. Pas un sou, pas une action, rien. Thomas avait souri alors, un sourire venimeux qui avait transpercé le cœur de Lily plus profondément que n'importe quelle lame. Il avait croisé les jambes, l'air suffisant, savourant sa victoire. Lily, elle, avait senti ses yeux piquer, mais elle avait refusé de pleurer devant son frère. Elle avait été l'enfant la plus douce, celle qui se souciait des autres, qui trouvait de la beauté dans les petites choses, tandis que Thomas ne pensait qu'à lui-même, à sa propre ascension, à sa propre satisfaction. Leurs chemins s'étaient séparés bien avant la mort de leur père, mais le testament avait scellé leur destin dans des mondes à jamais distincts. La dernière fois qu'elle avait vu son frère, il y a 1 semaine, leur mère, dont la santé déclinait depuis des années, avait eu une rechute, et Lily avait désespérément besoin d'argent pour un nouveau traitement coûteux. Un petit montant, insignifiant pour Thomas. Elle avait mis sa prièreté de côté, traversé la ville, et s'était tenue devant les portes dorées, le cœur battant. Le même chauffeur qui l'avait emmené à l'école quand ils étaient enfants l'avait regardé avec pitié. Thomas l'avait reçu dans le grand salon, si vaste qu'il donnait l'impression que le monde entier devait s'incliner devant lui. Il était assis sur un canapé en cuir, si relaxé qu'il donnait l'impression que le monde entier devait s'incliner devant lui. « Lily, quelle surprise ! Ou pas, tu es là pour de l'argent, n'est-ce pas ?» avait-il dit avec un ricanement. « Maman est très malade, Thomas. Elle a besoin d'une opération. Juste un petit long, s'il te plaît. » Elle avait imploré, sa voix à peine un murmure. Il l'avait renvoyée avec un rire froid et sec. « Ce n'est pas mon problème, ma chère sœur. La fortune n'est pas faite pour les faibles. Notre père t'a déshérité pour une raison. Apprends à te débrouiller toute seule, comme moi.
Les mots avaient résonné dans le grand salon vide et dans le cœur brisé de Lily. Elle était repartie, le sentiment d'humiliation plus lourd que jamais, mais avec une nouvelle détermination. Elle se débrouillerait. Elle sauverait leur mère, sans l'aide de son frère, sans la moindre once de la fortune des Beaumont. Elle ignorait que son frère, dans son arrogance aveugle, avait balayé plus qu'une simple demande d'aide. Il avait ignoré le début d'une tempête qui allait changer leur vie pour toujours. Thomas, baigné dans son luxe égoïste, savourait le silence de son manoir moderne. Le seul son qu'il tolérait était le cliquetis des glaçons dans son verre de whisky ou le ronronnement de sa nouvelle voiture. Il était déconnecté du monde, mais plus important encore, de son passé. Et c'est précisément ce passé qui allait le rattraper. Thomas ignorait une chose fondamentale à propos de son père, Arthur Beaumont. Sous le masque du magnat impitoyable se cachait un homme d'une intelligence tordue, un passionné d'énigmes, mais surtout un homme vindicatif. Dans les jours précédant sa mort, sentant sa fin inéluctable et voyant la cupidité abyssale de Thomas, Arthur avait orchestré une dernière et cruellement ironique leçon. Il avait transformé l'ancienne maison familiale, celle-là même où Thomas et Lily avaient grandi et où leurs souvenirs, bons ou mauvais, étaient gravés dans les murs, en un gigantesque coffre-fort d'énigmes. Ce n'était pas un simple jeu. Il y avait caché non seulement une partie significative de sa fortune personnelle, les titres de propriété d'une île paradisiaque des Caraïbes, un havre de paix dont il rêvait mais qu'il n'avait jamais visité, mais aussi un secret bien plus dévastateur, un secret qui, s'il était révélé, pouvait détruire la réputation des Beaumont, l'héritage entier qu'il avait bâti sur la sueur et la ruse. La clé pour déverrouiller ces secrets n'était pas un simple code numérique ou un mot de passe facile. C'était une série complexe d'objets oubliés, de poèmes énigmatiques et de symboles familiaux que seul quelqu'un connaissant intimement l'histoire de la famille et surtout doté d'un cœur pur pourrait comprendre. Thomas, bien sûr, se moquait éperdument de cette vieille maison poussiéreuse. Pour lui, c'était une relique embarrassante, un vestige d'une époque révolue, trop loin du centre-ville, trop pleine de souvenirs qu'il préférait ignorer. Il avait déjà des projets ambitieux pour ce terrain, un complexe résidentiel de luxe, des tours de verre et d'acier qui reflèteraient son nouveau statut. La démolition était imminente, il ne restait plus que quelques signatures. Un soir, alors qu'il parcourait distraitement les derniers documents de démolition, une étrange lettre glissa sous sa porte. Il n'y avait pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur, juste un seau de cire avec le blason familial qu'il reconnaissait à peine. Il ouvrit l'enveloppe d'un geste dédaigneux. À l'intérieur, une feuille de papier vieillie, écrite de la main ferme et inimitable de son père. La lettre parlait d'un héritage d'un autre type, d'un test final et de secrets qui dorment dans les murs de la maison de ton enfance. Thomas ricana, le son résonnant dans le grand salon vide. « Vieille ruse de vieil homme », marmonna-t-il, ses doigts fins froissant la lettre avant de la jeter dans la cheminée où elle se transforma rapidement en cendres. Mais malgré son arrogance, un frisson étrange, froid et inattendu le traversa. Une petite graine d'incertitude avait été plantée. Quelques jours plus tard, une équipe d'ouvriers se présenta à l'ancienne maison Beaumont, des camions rugissants et des pelleteuses se positionnant devant la façade. Ils étaient prêts à commencer la démolition. Mais au moment où le contremaître donna le signal et que le premier coup de marteau pneumatique toucha un mur extérieur, un grincement sinistre se fit entendre à l'intérieur de la bâtisse. Ce n'était pas le son attendu de la maçonnerie qui cède, mais un gémissement profond, comme si la maison elle-même protestait. Des tableaux anciens, accrochés depuis des décennies, tombèrent des murs dans un fracas assourdissant. Des vases Ming, soigneusement disposés sur des piédestaux, basculèrent et se brisèrent en 1000 morceaux. Puis une voix lointaine, ténue mais distincte, sembla murmurer le nom de Thomas dans le silence soudain. Les ouvriers, des hommes habitués aux dangers des chantiers, se regardèrent avec des yeux terrifiés. Superstitieux, ils lâchèrent leurs outils et s'enfuirent, grimpant dans leur camion et s'éloignant à toute vitesse. Lorsque Thomas arriva, appelé par le contremaître paniqué, il entra dans l'ancienne maison, furieux. Des idiots, des peureux, une vieille bâtisse qui craque et il s'enfuit comme des gamins. Je vais montrer à ces fainéants qu'il n'y a rien à craindre. Il entra seul, son pas résognant dans le silence étrange. La maison était froide, anormalement froide, malgré la chaleur torride de l'après-midi. L'air était lourd, immobile, comme si le temps lui-même s'y était figé. Au centre du grand salon, un endroit qu'il avait à peine visité depuis des années, une vieille boîte à musique en bois de rose, que son père avait toujours chérie et gardée sous clé, s'était ouverte d'elle-même. Et elle jouait.
Une mélodie macabre, lente et mélancolique remplissait l'espace. Ses notes aiguës résonnaient dans les pièces vides. Thomas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, bien plus intense que celui de la lettre brûlée. Il s'approcha prudemment. À l'intérieur de la boîte à musique, là où se trouvait habituellement une petite ballerine en porcelaine, il y avait maintenant une simple note pliée en 4 dos. Il la déflia d'une main tremblante. Les mots, tracés à l'encre noire, étaient à nouveau l'écriture de son père. « Ton héritage est la clé de ton avenir, Thomas, mais seuls les cœurs purs peuvent la tourner. » Le silence retomba, brisé seulement par les dernières notes de la boîte à musique. Thomas se tenait là, seul, dans le cœur froid de sa maison d'enfance, une graine de peur grandissante dans sa poitrine arrogante. Le jeu avait commencé. Thomas, bien qu'il se fût toujours considéré comme un homme de logique et de raison, commença à sentir une pointe de peur, froide et tenace. La démolition de l'ancienne maison était non seulement retardée, mais carrément arrêtée. Les ouvriers refusaient d'y retourner, inventant des excuses de maladie subite ou de rendez-vous urgents. Le manoir Beaumont, jadis symbole de sa victoire, devenait une forteresse fantomatique, un monument à l'entêtement de son père. Les phénomènes étranges ne cessaient d'augmenter. Des lumières clignotaient dans les pièces inoccupées, des portes claquaient avec une force invisible, et Thomas jurait entendre des murmures étouffés, comme des voix lointaines se plaignant dans les couloirs vides. Ses domestiques, déjà nerveux, commençaient à parler d'une malédiction, d'un esprit rancunier. Thomas, toujours sceptique, mais visiblement affecté, ne pouvait plus l'ignorer. Désespéré, il consulta Maître Dubois, le vieil avocat de famille, un homme aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, qui avait été l'ami intime de son père pendant des décennies. L'avocat, pâle et visiblement mal à l'aise, lui révéla l'obsession de longue date d'Arthur Beaumont pour les tests de caractère. « Votre père était un homme complexe, Thomas, » dit Dubois, sa voix basse. « Il croyait que la vraie valeur d'une personne ne se mesurait pas à sa richesse, mais à son cœur. Il parlait toujours d'un test final pour ses enfants, une sorte de jugement post-mortem. » Dubois posa ses mains tremblantes sur son bureau. « Il vous a toujours trouvé arrogant, Thomas. Trop sûr de vous, trop rapide à juger. Il craignait que vous ne gaspilliez son héritage non seulement matériellement, mais aussi moralement. » Thomas fronça les sourcils, piqué par la critique, même venant d'un vieil ami. « Et ma sœur, Lily, il la tenait en haute estime, malgré tout, » continua l'avocat, regardant Thomas droit dans les yeux. « Il l'a trouvée pure, bien qu'il ait désapprouvé ses choix de vie. C'est elle qu'il appelait son petit rayon de soleil dans ses moments de mélancolie. » Le mot « cœur pur » résonnait dans l'esprit de Thomas, un écho direct de la note trouvée dans la boîte à musique. Une pensée insupportable le frappa, si absurde qu'elle lui arracha un grognement. Lily, se pourrait-il que cette idiote, cette déshéritée, cette faible détienne la clé de tout cela ? La seule personne qu'il avait méprisée et renvoyée il y a une semaine était peut-être son unique espoir. La rage et l'humiliation montaient en lui, luttant contre la peur croissante, mais la peur l'emporta. Il devait mettre sa fierté de côté, au moins pour l'instant. Contre sa volonté, il se rendit chez Lily. Le quartier était sale, bruyant, l'exact opposé de son monde protégé. Il frappa à la porte écaillée de son petit appartement. Lily ouvrit, ses yeux s'écarquillant de surprise à la vue de son frère impeccablement vêtu devant sa modeste demeure. Il la trouvait en train de coudre un ourlet déchiré, à la lumière tremblante d'une lampe de fortune, son visage marqué par la fatigue. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il, la voix étrangement raide, les mots comme du gravier dans sa gorge. Il n'avait pas l'habitude de demander, non moins d'implorer. Lily le regarda, les yeux méfiants. Ses mains s'immobilisèrent sur son travail. « Après tout ce que tu as dit, Thomas, après m'avoir renvoyé quand notre mère était mourante, pourquoi diable devrais-je t'aider ?» Sa voix, bien que douce, portait une force tranquille que Thomas n'avait jamais remarquée. Il expliqua les phénomènes étranges, la note énigmatique de la boîte à musique, les ouvriers en fuite. Il minimisa bien sûr l'étendue de sa peur, mais Lily vit la nervosité derrière son masque d'arrogance. En l'écoutant, le regard de Lily s'adoucit légèrement. Elle se souvint. Elle se souvint des jeux d'énigmes élaborés de son père quand ils étaient enfants, des petits poèmes qu'il lui écrivait et qu'il cachait dans des recoins inattendus de la maison, des objets qu'il dispersait comme des indices d'un chasse au trésor. Thomas, lui, avait toujours trouvé ces jeux ridicules,
trop enfantin, préférant les chiffres et les tableaux boursiers dès son plus jeune âge. Lily, en revanche, avait toujours adoré le côté artistique et mystérieux de son père. Ensemble, ils retournèrent à l'ancienne maison. Mais cette fois, ce n'était plus Thomas le maître, c'était Lily qui menait. Elle se déplaçait dans les pièces d'une poussiéreuse avec une étrange familiarité, comme si les murs lui chuchotaient des souvenirs. Alors que Thomas marchait avec prudence, elle se dirigea vers un vieux bureau à abattant dans l'étude de leur père. Elle souleva une planche lâche au fond d'un tiroir secret et en tira un vieux carnet de croquis jaunis. À l'intérieur, des dessins d'oiseaux, de fleurs, mais aussi des symboles étranges que Thomas n'avait jamais vus, mais qui réveillèrent quelque chose en Lily. C'étaient les codes visuels que leur père utilisait pour ces énigmes. Dans la cheminée du salon, là où Thomas avait brûlé la lettre, Lily sentit un creux dans la maçonnerie. Derrière une fausse brique, elle débusqua un petit médaillon en celine, un argent gravé d'un lion et d'une colombe entrelacée, que Thomas n'avait jamais remarqué. C'était le symbole de leur famille, représentant la force et la paix, mais aussi un des rares objets qu'elle et son père partageaient en secret. Chaque découverte déverrouillait une nouvelle partie de la maison, révélant des passages secrets à peine visibles, des lettres jaunies oubliées dans des doubles fonds de tiroirs, des objets d'enfance chargés de sens pour Lily, mais dénués de valeur pour Thomas. Une vieille poupée de chiffon, avec une carte cachée, un livre d'histoire avec des phrases soulignées qui formaient un message. Thomas, malgré son égoïsme, était fasciné par la mémoire de sa sœur, mais aussi agacé de voir sa sœur, la faible, être si douée pour déchiffrer les énigmes de son père. Un mélange amer de respect forcé et d'ancienne jalousie bouillonnait en lui. La tension montait entre eux, mêlant la colère passée et la nécessité présente. Chaque pas dans cette maison ravivait des blessures anciennes et forçait une collaboration improbable. Les murs de la maison avaient commencé à chuchoter, et Lily était la seule à pouvoir les écouter. Leurs pas résonnaient dans les couloirs obscurs de l'ancienne maison. Après des heures de recherche, de résolution d'énigmes et de découvertes inattendues, Lily s'arrêta devant une bibliothèque massive, sombre et poussiéreuse, dans une pièce que Thomas n'avait jamais remarquée auparavant, cachée derrière une tapisserie fanée. Ce n'était pas une simple pièce, mais une antichambre secrète. En suivant les indices laissés par le médaillon, Lily déplaça un tome de Platon, puis un autre de Machiavel, comme leur père l'avait enseigné dans un de ses jeux. Un mécanisme invisible s'enclencha avec un grincement sourd, révélant un passage secret. Derrière la bibliothèque, dans une petite pièce voûtée, éclairée par un puits de lumière dissimulé, se tenait un grand coffre-fort en acier brossé. Ce n'était pas le genre de coffre-fort que l'on trouve dans les banques, mais une œuvre d'art, ornée de symboles complexes et de gravures délicates. Thomas sentit son cœur s'emballer. L'or, les diamants, la fortune tant attendue, tout était là, à portée de main. Mais la dernière énigme restait à résoudre. Gravé sur la porte du coffre-fort, un long poème s'offrait à eux. Thomas fronça les sourcils, essayant de déchiffrer les vers alambiqués, et Lily cependant posa sa main sur l'acier froid. C'était l'un des poèmes préférés de leur père, un classique d'un auteur obscur qu'elle, et elle seule, connaissait par cœur. Elle avait passé des heures, enfant, à l'apprendre et à le réciter pour son père, qui la regardait alors avec une tendresse rare. D'une voix douce, mais empreinte d'une émotion palpable, Lily commença à réciter les vers. Chaque mot résonnait dans la pièce voûtée, et à chaque strophe, l'un des mécanismes du coffre-fort s'enclenchait, avec un petit clic satisfaisant. Les yeux de Thomas étaient rivés sur sa sœur, un mélange de stupéfaction et de jalousie dans son regard. C'était elle, la faible, qui déverrouillait l'héritage. Quand Lily acheva le dernier vers, un dernier clic plus prononcé se fit entendre, et une section du coffre-fort s'ouvrit avec un sifflement d'air ancien. Thomas se précipita, l'avidité le consumant. Mais ce qu'il découvrit ne furent pas des piles de billets de banque ou des lingots d'or scintillants. À la place de la fortune attendue, il y avait une série de documents épais, des dossiers, des registres, des feuilles de calcul. Thomas s'empara des papiers avec avidité, les parcourant fiévreusement. Son expression passa de la déception à l'incrédulité, puis à une horreur glaciale. Ce n'étaient pas des titres de propriété d'une île lointaine. C'était une preuve irréfutable de la corruption massive de leur père, des accords illégaux avec des politiciens véreux, des fraudes fiscales audacieuses, des pots de vin qui s'élevaient à des millions, des évasions d'impôts sur des transactions immobilières douteuses,
Des documents qui, s'ils étaient rendus publics, auraient pu faire tomber non seulement leur dynastie, mais aussi plusieurs figures importantes de la ville. L'héritage des Beaumont était bâti sur un empire de mensonges et d'illégalité. Thomas sentit son estomac se nouer. Le nom qu'il portait, qu'il croyait intouchable, était en réalité entaché par la plus sombre des hypocrisies. Puis, il aperçut une lettre manuscrite placée au-dessus des dossiers portant son nom. « Mon cher Thomas », commençait l'écriture ferme de son père, « la fortune n'est pas seulement faite d'argent, mais aussi de la réputation de votre nom. J'ai gardé ce secret pendant des décennies, non seulement pour protéger notre famille des conséquences de mes actions, mais aussi pour vous tester. Je vous ai toujours vu, mon fils, comme le digne héritier de ma soif de pouvoir, mais êtes-vous digne de mon nom? Si vous détruisez ces preuves, vous sauvez notre nom de l'infamie. Vous protégez notre passé, mais vous ne serez jamais digne de ma vraie fortune, celle de l'île que j'ai acquise honnêtement. Si vous révélez la vérité au monde, vous perdez presque tout. La richesse, le manoir, la réputation que j'ai forgée avec tant de mal. Mais vous prouvez votre intégrité, une qualité que j'ai toujours cherchée en vous, en vain. Thomas laissa tomber la lettre, le souffle coupé. Son monde s'écroulait. Alors qu'il était encore sous le choc, une autre section du coffre s'ouvrit silencieusement, révélant un compartiment caché derrière les documents incriminants. Et là, soigneusement rangés, se trouvaient les vrais titres de propriété d'une île paradisiaque, d'une valeur inestimable, avec des photographies idylliques de plages, de sable blanc et d'eau turquoise. À côté, une dernière note, écrite cette fois d'une main moins ferme, presque douce. L'île n'est pas un prix pour le plus riche ou le plus puissant. Elle est à celui qui montre de l'humilité et de la vraie sagesse. Elle est à celui qui sait ce qui est juste, même quand ce choix coûte cher. Ce n'est pas une énigme, mais un jugement. Mon jugement final. Thomas était déchiré. L'épreuve de la corruption de son père, le déshonneur public, la perte de sa fortune contre la promesse d'une île paradisiaque, l'ultime récompense, mais qui exigeait de masquer la vérité. Il pouvait détruire l'épreuve et garder le secret et l'île, ou révéler la vérité, perdre presque tout ce qu'il avait toujours connu, mais gagner son âme, et peut-être ce respect que son père lui avait toujours refusé. Lily, qui avait lu les notes par-dessus son épaule, vit le dilemme torturant son frère. Elle s'approcha doucement et, pour la première fois depuis des années, lui prit la main. Sa prise était ferme, réconfortante. « Papa t'a donné une dernière chance, Thomas. Une chance d'être quelqu'un de meilleur. Une chance de te prouver à toi-même, pas à lui. » Le silence de la pièce était lourd, rempli du poids de l'héritage, des secrets et du choix imminent. Le jugement était tombé. À Thomas de décider de son propre destin. Le soleil filtrait à travers les vitraux poussiéreux de l'ancienne maison Beaumont, mais ses rayons ne parvenaient pas à percer l'ombre qui pesait sur Thomas. Il était assis là, sur le sol froid, les documents incriminants éparpillés autour de lui, les titres de l'île paradisiaque posés comme un défi silencieux. La décision était atroce, chaque option étant un précipice. Garder le secret de son père et sa fortune, ou tout perdre pour une question de conscience. Les heures s'écoulèrent, lourdes de silence, brisées seulement par les battements précipités de son propre cœur. Lily restait à ses côtés, son regard apaisant, sans un mot de jugement, sans une once de pression. C'était cette présence silencieuse, cette pureté inébranlable qu'il avait tant méprisée, qui devint son encre. Il revoyait les années d'arrogance, les moqueries envers sa sœur, la froideur avec laquelle il l'avait renvoyée. Il se souvenait des mots de son père et de ceux de Maître Dubois. Il vous a toujours trouvé arrogant. Lily, il la tenait en haute estime. La voix de Lily résonnait dans son esprit. Papa t'a donné une dernière chance, Thomas, une chance d'être quelqu'un de meilleur. Finalement, Thomas leva les yeux vers sa sœur. Son visage était marqué par l'épuisement, mais une nouvelle détermination s'y lisait. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux glaciales. Sa décision était prise. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Thomas se rendit aux autorités, les dossiers de son père à la main. La révélation des preuves de corruption massive déclencha un scandale qui secoua la ville jusqu'à ses fondations. Le nom des Beaumont, jadis synonyme de pouvoir et de prestige, fut traîné dans la boue.
Les journaux se déchaînèrent, les gros titres maculant la réputation de son père, mais aussi, inévitablement, la sienne. Thomas fut contraint de vendre la majeure partie de la fortune, liquidant les entreprises illégalement acquises, remboursant les pots de vin au fonds public. Il perdit le manoir familial, qui fut saisi, et sa réputation passée d'héritier doré fut brisée en 1000 morceaux. Ses alliés d'hier le fuirent comme la peste, ses amis n'étaient plus que des fantômes. Mais en faisant cela, étrangement, il ressentit un poids s'enlever de ses épaules, une légèreté qu'il n'avait jamais connue même au sommet de sa richesse. Il avait choisi la dignité, l'honnêteté, plutôt que la tromperie et la protection d'un passé corrompu. Et l'île paradisiaque ? Le testament final d'Arthur Beaumont, celui que Thomas n'avait jamais pris la peine de lire en entier, stipulait que l'île serait léguée à celui qui aura démontré la plus grande compassion et intégrité dans les épreuves de la vie. Après que Thomas eut rendu public les preuves de corruption et que son sacrifice fut reconnu, un addendum secret au testament fut révélé. Arthur Beaumont avait laissé une clause testamentaire qui, dans l'éventualité où Thomas ne passerait pas le test final, transmettait l'île à Lily. C'était une décision que même Maître Dubois n'avait ignorée jusqu'à ce moment précis. Lily, qui avait aidé Thomas à traverser cette épreuve, qui n'avait jamais demandé d'argent, qui avait simplement voulu faire ce qui était juste, fut la bénéficiaire de ce trésor inestimable. Sa réaction ne fut pas d'une joie déchaînée, mais d'une profonde gratitude mêlée d'une immense responsabilité. Elle utilisa une partie des ressources de l'île pour créer une fondation pour les enfants défavorisés, un endroit où les rêves pouvaient fleurir, où chaque enfant aurait la chance de grandir avec intégrité, loin de l'ombre de la corruption. Il y construisit des écoles, des centres d'art et offrit un refuge à ceux qui, comme elle, l'avaient connu la marginalisation. Thomas, dépouillé de sa richesse matérielle, mais libéré de la honte de son père et de sa propre arrogance, commença une nouvelle vie. Il trouva un emploi modeste dans une petite entreprise de construction, apprenant la valeur du travail acharné et de l'honnêteté. Ses mains, à autrefois habituées à signer des chèques, apprenaient désormais à construire, à créer, à contribuer. Mais surtout, il renoua avec sa sœur. Leur retrouvaille était simple, empreinte d'une tendresse nouvelle. Ils se voyaient souvent, non plus dans des manoirs opulents, mais dans des cafés simples du centre-ville, riant des souvenirs d'enfance qu'ils avaient partagés, parlant de l'avenir avec une nouvelle perspective. Thomas avait perdu une fortune illusoire, mais il avait gagné bien plus, une famille retrouvée, une conscience apaisée et la dignité d'un homme qui avait choisi la bonne voie.